Punchline, c'est tous les soirs à partir de 19h sur CNews. On va parler du Front National et ses problèmes bancaires, du remaniement d'Emmanuel Macron et de la laïcité. On en parle ce soir avec Laetitia Crepaz, journaliste spécialisée en communication politique. Bonsoir. Philippe Vigier, député UDI d'Eure-et-Loire, ancien maire et conseiller municipal. Bonsoir. Bonsoir. Et Florian Philippot, président de la formation Les Patriotes, député européen. Bonsoir à vous. Bonsoir. On va commencer par le Front National. Front National indésirable à la banque. Le Front National qui contre-attaque après la clôture de ses comptes bancaires par la Société Générale. Marine Le Pen dénonce une fatwa bancaire et va porter plainte pour discrimination. On écoute la patronne du FN. Est-il acceptable qu'une banque puisse décider qui a le droit d'exercer sa liberté d'expression en France? J'en appelle aussi aux autres partis politiques, à qui j'écrirai, qui demain seront peut-être victimes, eux aussi, à raison de leur prise de position de cette fatwa bancaire. Florian Philippot, vous n'êtes plus au Front National, évidemment. C'est une fatwa bancaire. Vous lui donnez raison. Elle a raison sur ce point-là, sur le fait que le Front National n'ait plus le droit d'avoir des comptes à la Société Générale. Vous savez, moi, j'avais aucune information financière du temps où j'y étais, donc j'en ai pas plus aujourd'hui. Non, c'est pas la question. C'est ce que oui, c'est très simple. Si, de toute façon, il y a des plaintes qui sont déposées, donc je pense qu'on saura. Si c'est vraiment politique, c'est inadmissible. C'est pas parce que je n'y suis plus que je penserai différemment aujourd'hui. Je le disais, je le dis encore, ça n'est pas acceptable. Et pour cela, il faut aller vers cette banque de la démocratie dont on avait parlé dans le cadre de la loi de moralisation. Je pense que c'est une bonne idée. S'il y a d'autres éléments qu'on ne peut pas connaître du fait du secret bancaire qui justifieraient, du fait de règles prudentielles, la fermeture des comptes, eh bien, nous le saurons bien assez tôt. Les mots ont un sens, une fatwa bancaire. Philippe Vigier, qu'est-ce que vous en pensez? Les mots ont un sens et la démocratie, elle a un coût. Et la démocratie, elle passe pour moi par le pluralisme. Il faut que les familles politiques, les partis politiques, qui sont légaux, ils puissent se financer. Et c'est pas que le Front National, c'est d'autres familles politiques qui ont rencontré, on sait, des problèmes de financement. On parle souvent du PS qui est en train de vendre son siège, les Républicains qui ont des difficultés, nous les centristes, ça n'a pas été simple non plus à tout moment. Donc c'est vrai que cette idée des François Bayrou de la banque qui voulait lancer dans le cadre du projet de loi de moralisation et de confiance était une bonne idée. Je crois que les Français ont compris depuis 30 ans qu'il y a eu de nombreuses lois qui se sont succédées et que si on veut parler aux citoyens, ça coûte un peu d'argent et que ça passe par là. Oui, en même temps, un citoyen, il peut aussi se voir éjecté de sa banque et puis c'est comme ça. Personne n'est au-dessus des lois. Non, mais il y a deux choses différentes. Un, le financement. Deux, ensuite, si jamais, comme vous disiez à l'instant, les comptes du parti politique sont mal tenus, pas tenus, ou s'il y a des dérives, là, qu'elle ne finance pas, c'est normal. Comme un artisan qui va chercher 10 000 euros pour équiper mieux son entreprise. Mais là, d'ailleurs, il y a un sujet en France, au-delà de ça, au-delà des partis politiques, les PME, les artisans ou même les ménages qui ont des difficultés avec les banques. En réalité, la France est une des démocraties du monde qui a le plus petit secteur bancaire public. Il n'y a plus qu'en gros le groupe La Poste, parce qu'on a tout privatisé. Et ça, c'est un problème. Nous aurions besoin d'une structure plus solide et pour cela, il faudrait un secteur bancaire public beaucoup plus fort. Et je crois qu'on doit tous y réfléchir. Laetitia Crepaz, là-dessus. Moi, j'observe la stratégie de communication de Marine Le Pen. Elle a choisi de faire une conférence de presse, de porter cette question à l'opinion publique et de prendre à partie l'opinion publique. Soit. Maintenant, il faut regarder les faits. C'est beaucoup ça, c'est la victimisation du Front National. Évidemment, c'est son fonds de commerce. Voilà, donc elle excelle dans ce registre puisqu'elle est victimisée face à une oligarchie financière. On retrouve ces termes récurrents, voilà, son lexique qui est vraiment très connu maintenant même du grand public, dont on a l'habitude. Maintenant, si elle a raison, si c'est politique, cette stratégie est efficace. S'il s'avère qu'elle a tort, c'est dévastateur. Voilà. En tout cas, c'est un mauvais signal pour les militants du Front National. Philippe Vigier. On le saura rapidement, si c'est politique ou si c'est pas politique. Mais je voudrais rebondir une seconde. C'est pas parce qu'il y aura plus des banques publiques qu'on sera mieux financé. Je vais prendre un exemple. Je n'ai pas dit que des banques publiques, mais je pense qu'il faut qu'il y ait un secteur bancaire public. Moi, j'ai été maire et je me suis souvent aperçu que c'était plutôt les banques privées qui me finançaient mieux que les banques publiques, ou parapubliques. Donc, j'ai défendu en son temps cette idée de cette banque pour les familles politiques telle que Bayrou l'avait conçue, l'avait créée, enfin, du moins voulait la créer. Franchement, le financement de la vie politique, c'est un vrai sujet. De même que le financement des PME, des PMI. Là, en France, il est grand temps que là aussi, on bascule dans le nouveau monde, parce qu'on voit bien qu'on est encore dans l'ancien monde. Mais, si vous voulez, juste pour conclure, je suis pour le pluralisme, comme pour les partis politiques, donc un secteur privé et un secteur public. Les patriotes sont pour le pluralisme. Ah oui, nous, on est à fond pour le pluralisme et plus que tout autre. Mais si vous voulez, dans la banque, ça doit être vrai aussi. Je pense qu'il est bien qu'il y ait un secteur privé, mais il faut qu'il y ait un secteur public. Aujourd'hui, il est très faible, beaucoup plus faible que dans d'autres démocraties modernes. Un dernier mot, est-ce que cela préfigure la dégringolade de la mainmise Le
Le Pen sur le Front National, cette affaire bancaire? Est-ce que ça veut dire vraiment que le Front National est dans une difficulté persistante, Florian Philippot? Mais moi, de toute façon, je pense qu'on ne se relance pas sur ce genre de conférence de presse. J'ai plus de conseils à lui donner, mais elle n'a pas fait de conférence de presse sur la loi travail. Nous, on travaille aux Patriotes sur les sujets de fond. Je crois que c'est cela quand même qui intéresse les Français. Donc plus que le fond de cette affaire, ce qui est inquiétant pour le Front National, c'est qu'ils n'arrivent plus du tout à se faire entendre sur le fond. Ils sont inaudibles parce qu'ils sont comme un canard sans tête. Ils n'ont plus de colonne vertébrale idéologique. Donc depuis que vous êtes parti, c'est ça? Pas depuis que je suis parti, je l'avais constaté depuis quelques mois, que c'est pour cela qu'on m'a mis dehors et que je suis parti en même temps. Ils n'ont plus de colonne vertébrale. Nous, on sait ce qu'on pense aux Patriotes. On est pour l'indépendance nationale et on est pour un patriotisme économique. Vous voyez, ça fait quand même toute la différence avec des partis politiques qui sont obligés de coups comme ça de communication pour se faire entendre. Deuxième phrase forte du jour, deuxième punchline, celle d'Emmanuel Macron qui aujourd'hui à l'Élysée a qualifié de crime contre l'humanité la vente de migrants africains comme esclaves en Libye. On l'écoute. Qui a été révélé au-delà de tout ce que nous avons pu dire et de ce que nous connaissons de la situation en Libye, relève bien de la traite des êtres humains. C'est un crime contre l'humanité, c'est une des formes de trafic aussi aujourd'hui les plus rentables et qui nourrit les délinquances les plus graves et pour partie des réseaux terroristes. Et Vigier, des mots encore une fois importants, crime contre l'humanité. Le président en avait déjà parlé il y a quelques mois. Absolument. Je rappelle que hier, aux questions d'actualité au gouvernement, par notre groupe politique, Vincent Ledoux, nos collègues du groupe Les Constructifs, a interpellé le gouvernement. Et je suis heureux que le président ait ce soir parlé du crime contre l'humanité. Ce reportage de CNN était absolument édifiant. Moi, je suis allé au Nord-Mali et on voit ce qui se passe pour ces territoires désertés, ces territoires terribles dans lesquels vendre en 2017 des hommes et des femmes comme des esclaves. Il y a eu, vous avez certainement entendu ce témoignage et cette question d'ailleurs posée par un député du groupe Modem, dont l'arrière-grand-père avait été esclave et avait été vendu. Et donc là, franchement, l'indignation doit être forte, mais pas simplement de la France. J'attends une réponse de l'Europe, et pas que de l'Europe, que du monde qui doit se mobiliser pour que cessent ces pratiques. Ça mériterait juste encore une fois un travail de pédagogie, expliquer ce que pour Emmanuel Macron signifie crime contre l'humanité. On lui avait demandé quand il en avait parlé pour l'Algérie, maintenant il en parle pour la Libye. On prend position de façon radicale, il faut juste expliquer juste derrière ce qu'on entend par crime contre l'humanité. Voilà. Florian Philippot. Ces paroles fortes me paraissent nécessaires. Maintenant, m'apparaissent encore plus nécessaires une action qu'il ne mènera pas seul, bien sûr. Une action en Libye, une action armée en Libye. En 2011, ça a déjà été fait. En 2011, cet État a été détruit. Il était très imparfait, c'était Kadhafi, et personne, je crois, ici, autour de cette table, n'appréciait Kadhafi. Mais il se trouve qu'il y avait un État, et qu'on a détruit cet État de manière assez irresponsable. On y a mis des groupes mafieux, djihadistes, souvent les deux mélangés au pouvoir. Ça donne cela, des horreurs absolues. Ce qui prouve d'ailleurs que le projet migratoire massif n'est pas un projet humaniste. Ça enrichit quelques-uns au détriment du plus grand nombre, y compris les migrants. Et deuxièmement, il faut maintenant reconstruire. Voilà, on peut accabler Sarkozy et tout ce qui a été fait à l'époque, c'est bien, mais il faut aller surtout de l'avant, parce que ça a été fait malheureusement. Reconstruire avec les puissances régionales, je pense à l'Égypte, et je pense que la France a un rôle important à jouer là-dedans. Et l'Europe aussi. La France et l'Europe, parce que, regardez, quand on voit les crédits de l'Agence du développement, mais bon Dieu, quand on voit ce terrorisme, et ce terrorisme, il naît dans ce terreau de pauvreté. On peut se raconter toutes les histoires du monde. C'est là-bas qu'il faut créer du co-développement. Le faire avec les pays européens, mais moi j'attends que les grandes puissances mondiales viennent. Il faut que les Indiens viennent, il faut que les Chinois viennent, il faut que les Américains viennent. Ce sont des causes majeures, et vous le savez très bien, ces personnes-là n'ont d'autres perspectives que de partir vers des pays plus développés, et ce que nous incarnons avec la France, avec la cohorte de misère, et le fait qu'on ne peut pas accueillir tout le monde, on peut être humain, on peut être généreux, on peut tout vouloir, mais on ne peut pas tout faire. Ce que rappelait hier Emmanuel Macron. Voilà. Absolument. Oui, très bien, mais oui, j'entends cette analyse qui est juste, mais il est dommage qu'elle n'ait pas été tenue en 2011 et qu'on ait fait l'inverse. La France y est allée sur le accord d'Oreca à l'époque, on peut reprocher tout à Sarkozy, c'est lui qui a déclenché l'intervention française. Et heureusement, c'était une grosse erreur. Heureusement que nous sommes, oui, les Américains, enfin, une grosse erreur. La communauté internationale aurait dû s'indigner un peu plus et y aller. On a détruit un État et on a mis ces bandes de djihadistes au pouvoir et on a déverrouillé, si vous voulez, les flux de migrants. Maintenant, moi, je pense effectivement que les migrants sont aussi des victimes, clairement, qu'il faut faire en sorte qu'ils puissent rester dans leur pays. Chacun a envie de rester dans son pays. Ça fait partie du dessein normal de la femme et de l'homme. Et donc faire du co-développement, mais intelligent, sur des projets extrêmement concrets, ciblés, chiffrés, parce que sinon chacun aura le sentiment que c'est de l'argent jeté dans le vide. Mais il n'y aura pas que le co-développement, il faut reconstruire politiquement un État. Bien sûr, On va partir à l'Assemblée nationale, puisqu'il y a eu un échange tendu cet après-midi entre Christian Jacob, les Républicains, et Édouard Philippe, à propos de ce fameux remaniement qui n'est toujours pas annoncé. Écoutez donc ce question-réponse entre les deux hommes qui se connaissent bien.
Un président de la République qui désigne dans un simulacre de démocratie M. Castaner, chef de son parti politique, et s'apprête, si j'ai bien compris, à le maintenir ministre en charge des relations avec le Parlement. Cette décision, si elle était confirmée, Monsieur le Premier ministre, serait un conflit d'intérêts caractérisé. Vous faites preuve d'une grande émotion sur ce sujet et sur une décision qui n'a pas été prise, Monsieur le Président Jacob. Vous étiez, Monsieur le Président Jacob, membre d'un gouvernement qui comptait dans ses rangs le président d'une formation politique au poste, Monsieur Jacob, de ministre de l'Intérieur. Et bim, ça s'est fait, Oui, c'est Laetitia intéressant. Krupa, petit retour. C'était un coup de bluff de la part de Jacob, voilà, ce qui se fait très souvent en politique, voilà, un coup de bluff, et puis derrière, le Premier ministre lui répond. Effectivement, cette référence à Nicolas Sarkozy, elle est capitale, mais il faut se rappeler comment Nicolas Sarkozy a cumuler les deux casquettes, c'est-à-dire que pour être chef du parti, il est parti de Bercy et c'est ensuite Jacques Chirac qui l'a rappelé à l'intérieur parce qu'il était en difficulté. Voilà, donc il faut quand même recontextualiser, mais c'est vrai que Nicolas Sarkozy avait ces deux casquettes. Philippe Vigier, sur le fond, sur cette histoire de Christophe Castaner, qui pourrait être ministre et chef du mouvement La République En Marche, quelle est votre philosophie à vous? C'est très simple, il peut très bien pour moi rester ministre et être patron de La République En Marche. Non En débat. revanche, il ne faut pas qu'il ait relations avec le Parlement, même si je considère en tant que parlementaire qu'on avait plutôt travaillé agréable avec lui, tout simplement. Voilà. Donc, ça... Arrêtons, mais vous savez que c'est devenu la psychose du cumul, alors si on commence à creuser un peu partout, c'est ça le sujet. Le sujet, il est là. On ne peut pas, soi-disant, être chef de parti et en même temps ministre, mais pardonnez-moi, un ministre, c'est un homme politique, une femme ministre, c'est une femme politique. Arrêtons d'essayer de trouver des coins là où il n'y en a pas. Alors, Florian Philippot, là-dessus, sur cette double casquette, elle vous choque pas, Non, du côté des patriotes? Ne choque pas. Ce sont des fausses polémiques. Et globalement, si on pouvait faire une échelle de l'intérêt, à mon avis, de ce que j'entends ici et là, de l'intérêt des Français pour un sujet, je crois qu'on serait proche de zéro. On tendrait vers zéro, vous voyez. En tout cas, le sujet du remaniement technique qu'on nous annonce depuis 48 heures ou 72 heures et qui ne vient pas et qui va peut-être venir un jour, peut-être même avant la dinde de Noël. Avec des casiers inconnus qui remplaceraient des casiers inconnus, c'est ça? Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on apprend leur existence le jour où ils s'en vont. Donc si ces ministres n'incarnent pas, c'est qu'il y a un président de la République qui ne veut pas qu'ils incarnent. Mais tout de ça même, peut poser un problème d'ailleurs de fonctionnement parce qu'un président de la République ne peut pas tout faire. Et il devrait y avoir quelques ministres incarnant leurs fonctions. Je crois que ce serait plus sain pour la démocratie. D'ailleurs, oui, ils ont annoncé que ce ne serait pas un remaniement, mais un réaménagement. Donc déjà, ils commencent à nuancer dans le vocabulaire. Ça veut dire qu'effectivement, il y aura deux inconnus qui vont entrer dans le gouvernement. Je ne sais pas si effectivement ce sera une onde de choc comme annoncé dans les médias là, ces derniers jours. Non, Non, mais évidemment. ce ne sera pas uniquement le fait que Castaner conserve à la fois la fonction qu'il avait dans le gouvernement. C'est, comme vous dites, c'est un réaménagement. Et on sait que maintenant, il vaut mieux quand même vérifier la situation patrimoniale des ministres, faire, comme on dit, des vérifications ça, d'usage. C'est mieux de prendre un peu son temps oui. pour éviter les catastrophes telles qu'on les a vécues sous le quinquennat précédent. On va parler de laïcité avec cette petite polémique autour des propos tenus par Manuel Valls dans une télévision espagnole à propos de l'islam et des musulmans. On va l'écouter, on va écouter aussi ça, la mise au point qu'il a faite aujourd'hui. Tous les pays souffrent d'une crise d'identité culturelle à cause de la mondialisation, de la crise politique, des réseaux sociaux, du problème des réfugiés. Des problèmes naissent par exemple dans la société française, le problème de l'islam, des musulmans. Voilà, alors ce sont les mots précisément employés par Manuel Valls. Il y a matière à polémique, Laetitia Krupa? Oui, puisque rappelez-vous qu'en 2016, Manuel Valls disait le problème, ce n'est pas l'islam. Voilà, l'islam n'est pas le problème, disait-il, pour être vraiment correct. Donc aujourd'hui, un an plus tard, c'est un problème. Alors, est-ce que c'est l'islamisme qui est un problème, l'islam politique? Là, il dit carrément, tout de go, l'islam et les musulmans. Donc, bien sûr que ça ouvre le débat. Alors, est-ce que ce n'est pas une provocation peut-être trop grande qui va l'isoler une fois de plus sur la scène médiatico-politique et finalement faire perdre du poids à sa voix, à sa parole, ou est-ce que ça va servir à ouvrir le débat à gauche? Je ne sais pas. Philippe Vigier, votre avis Je crois que là-dessus? ses propos ont été tronqués. Moi, j'ai vu l'interview qu'il a donnée dans Le Monde. J'ai très souvent entendu Manuel Valls, Premier ministre, se prononcer sur l'islam. Et je crois qu'il a très bien, c'est un défenseur de la laïcité acharné, un défenseur de la République acharné. Et franchement, c'est un mauvais procès qu'on lui fait. Il dit quoi, Manuel Valls? Il dit simplement une chose simple.
Nous sommes en République. La République est fragilisée parce qu'on voit bien que c'est vrai qu'il y a une crise d'identité culturelle et on revient aux migrations, on revient aux problèmes de crise économique terrible, aux souffrances telles qu'on peut les vivre. Et on dit voilà, c'est toujours les autres, c'est que les musulmans, il a toujours expliqué, les musulmans qui étaient intégrés, d'autres qui n'étaient pas, et qu'il y avait une frange qui était des intégristes, des islamistes. Et cela, fallait un combat impitoyable. Et je pense que sur ce sujet-là, on n'est pas, me semble-t-il, en désaccord les uns et les autres. Donc, ne lui faisons pas un mauvais procès. Moi, je sais que j'ai toujours entendu un Premier ministre solide sur les valeurs républicaines. Et là-dessus, je ne ferai jamais le moindre des procès. Et si ça sert à ouvrir le débat à gauche, ce sera salutaire. Mais il a essayé parce qu'à gauche, le débat est complètement tabou. Mais donc, il y a un moment, il va falloir le mettre sur la table et pouvoir en discuter. Vous m'accorderez que pendant 3 ans, il a essayé de le faire. En tout cas, il l'a fait en tant que Premier ministre. C'est vrai qu'il a été fragilisé par sa gauche sur ces questions-là. Florian Philippot, alors, sur cette question de Manuel Valls et de ses propos sur l'islam. Écoutez, vous nous remplacez musulman par n'importe quelle religion, ça crée une polémique. Donc, s'il a vraiment dit ça, je veux dire, non. Le problème, qui est un problème immense, énorme, qui a été d'ailleurs pendant longtemps un peu tabou sur l'islamisme, le fondamentalisme islamiste, bien sûr, qu'il soit d'ailleurs très peu traité encore aujourd'hui, ça me paraît évident malheureusement. Mais qu'il y a un problème avec l'immigration massive, bien sûr, non assimilée, des problèmes de ghettoisation, des problèmes culturels, ça me paraît être une évidence aussi. Et Valls y a pris sa part comme Premier ministre, comme les autres. Mais de là à dire ensuite les musulmans, excusez-moi, mais enfin, notre compatriote de confession musulmane qui, comme les autres, parfaitement français dans la vie de tous les jours et qui ne pose aucun problème et qui combat comme nous les idées d'islamisme et de terrorisme, il est visé là. De fait, il est visé. Donc, on ne peut pas faire naître le débat n'importe comment non plus, si vous voulez. Mais vous avez raison. Moi, j'attends. Manuel Valls a toujours dit que ce n'était pas un problème. Et il aurait dit encore une fois remplacer musulman par une autre religion. Il a toujours été très clair. Il a toujours été. Il a été très clair, sauf là. Non, mais il a été là. Alors, évidemment. Il n'a pas été très clair, mais surtout. Et par ailleurs, sur le vrai problème qui est l'islamisme, il n'a pas été efficace en tant que Premier ministre. Non, attendez. Il a été laxiste. Pardonnez-moi, enfin. Ce que vous voulez, les attentats à n'importe quel État ont été fragilisés, tel qu'on l'a été. Il a su apporter une réponse laxiste, forte. Non. Et là-dessus... Non, mais laxiste. Non, on ne peut pas aller... Non. Ce que je veux dire... Alors, Philippe Vigier et après... L'ensemble des Je vous donne un exemple très concret. Comme vous savez, extrêmement durement par ces attentats. Je pense qu'il n'y a pas matière à se diviser ces questions. On était dans la rue, on était tous en soutien au gouvernement, arrêtons de nous raconter des histoires. Parce que moi, je voudrais quand même dire, sur cette défense de laïcité, là, c'est le problème qui déplace le clivage politique habituel. Ça a toujours été pour moi une voix forte qui a compté dans la République. Moi, je maintiens que quand on était dans la rue, c'était d'abord en soutien aux victimes. C'était les deux. Maintien la cohésion à la République. Le débat démocratique. Au ciment républicain qui nous unit. Oui, très bien. Mais dans le débat démocratique, nous jugeons aussi, heureusement, Dieu merci, l'action d'un gouvernement. On n'est pas au garde à vous. Je vous donne un exemple concret sur les relations quand même complices avec le Qatar et l'Arabie Saoudite. C'était silence radio. Moi, je suis le seul parlementaire au monde qui a été poursuivi en justice par le Qatar. Ça n'a pas prospéré parce que j'avais dit que c'était une dictature islamiste qui finançait le terrorisme. J'ai pas eu du tout le soutien ni de M. Valls, ni à l'époque de François Hollande. Je vous donne un exemple très concret. Voilà, ce sont des choses concrètes qui montrent qu'il y a quand même un problème. Il y a toujours des combats qu'il faut mener en fantassin. Je ne sais pas dans votre groupe, mais en tout cas, effectivement, le thème de la laïcité devrait être abordé dans le groupe parlementaire de La République En Marche là, dans les prochains jours. Et Emmanuel Macron devrait également prendre la parole. On ne connaît pas ni le cadre, ni la date exacte, mais début décembre, il devrait se prononcer sur cette thématique-là. On a besoin d'une parole gouvernementale forte sur ces questions-là. Dernier thème, c'est le livre de Patrick Stefanini, l'ancien directeur de campagne de François Fillon. Il publie ce livre intitulé Déflagration, le récit de cette campagne présidentielle catastrophique vécue de l'intérieur. On se rappelle que M. Stefanini avait claqué la porte de la campagne de François Fillon juste après le meeting du Trocadéro. On va écouter 2 réactions politiques et on en parle avec vous. Il ne nuit pas à la carrière politique future de Fillon, puisque Fillon s'est retiré, il l'a annoncé dimanche. Un filloniste convaincu vous dirait qu'il trahit des secrets, qu'il devra avoir un droit de réserve, etc. Bon, tout ça ne me paraît pas très sérieux en 2017. On a besoin de savoir, on a besoin de s'exprimer. Ce livre est une attaque contre l'homme auprès duquel il a travaillé pendant plusieurs années. Je ne trouverais pas ça digne. Parce qu'il y a des choses qu'il vaut mieux taire, ou alors il aurait fallu qu'il les dise sur le moment. Alors, Philippe Vigier, soutien de François Fillon pendant la campagne. Ce livre, je vous cite un extrait qui est publié sur le site du Point. Le vernis qui recouvre son portrait se craquelle. En fait, je n'ai plus confiance dans la pertinence de ses jugements, plus confiance tout court. C'est Patrick Stefanini qui parle de François Fillon. Comment est-ce que vous jugez ces confidences ?
Écoutez, Patrick Stefanini est quelqu'un qui a amené Jacques Chirac à la victoire, qui a amené Valérie Pécresse à la victoire et qui a déployé beaucoup d'énergie et d'enthousiasme, de temps, d'inventivité pour aider François Fillon. Et je crois que la rupture, elle s'est produite, comme d'ailleurs je l'ai ressenti, mais moi je suis resté jusqu'au bout en tant qu'élu, lorsque François Fillon avait expliqué que s'il était mis en examen, il arrêtait sa campagne présidentielle. Et ça, pour lui, ça a été quelque part un reniement de la parole donnée devant les Français. D'ailleurs, certainement une des raisons de l'échec majeur. Et à partir de là, eh bien, écoutez, il a organisé le Trocadéro, il a eu quand même cette noblesse, et le lendemain, il est parti. Mais alors, il a le droit donc de raconter Écoutez, comment ça s'est passé. Voilà. Chacun peut Pas de débat. s'exprimer. C'est un homme qui a suffisamment de culture, de retenue pour dire ce qu'il a à dire, comme il a à le dire, sans pour autant blesser pour blesser. Il a peut-être aussi besoin d'écoucher sur un livre ce qu'il ressentait au fond de lui-même. D'accord. Moi, je pense que c'est important pour le peuple de droite, qui va peut-être enfin avoir une explication écrite qui va rester de cette vertigineuse descente aux enfers qui est le fait d'un seul homme, non mais qui est la responsabilité de François Fillon. Alors lui ne veut pas faire ce mea culpa. Eh bien très bien, Stefanini va peut-être le faire à sa place, mais en tout cas, ceux qui ont assisté à cette chute mais hallucinante de leurs favoris ont droit à une explication. Florian Philippot, sur ses confidences, ce livre d'un ex-conseiller. Sur le principe, à partir du moment où M. Stefanini est parti sur un désaccord pendant la campagne, il n'est pas totalement incohérent et on ne peut pas lui reprocher d'écrire ensuite des choses. Je crois d'ailleurs, je ne l'ai pas lu, mais les articles que j'ai lus sur le livre montrent qu'il le fait avec de la retenue et qu'il n'est pas là dans un espèce de règlement de compte violent. Bon. Voilà, après, c'est leur affaire. Est-ce que vous allez faire un livre, vous, sur Marine Le Pen? Vous avez été son proche conseiller pendant la campagne. J'écris un livre là, mais j'ai tout de suite dit, je ne ferai pas un livre de règlement de compte. Dommage. Mais vous allez parler quand même d'elle. Je sais qu'il serait 10 fois plus. On connaisse de l'intérieur. Il serait 10 fois plus médiatisé si je faisais ça, mais non, j'ai pas envie. Pas pour l'instant. Mais bien sûr, il parlera d'un projet futur pour la France, mais qui évidemment reviendra un peu sur mes 7 dernières années, inévitablement. Mais pour le reste, moi, ce qui m'avait frappé chez Fillon, je vais vous dire, au-delà des affaires et du fait surtout qu'il ait renié sa parole sur la mise en examen, parce que personne ne l'avait obligé à dire cela. C'est lui-même qui s'est pris les pieds dans le tapis. C'était son programme. Moi, son projet de destruction de la sécurité sociale était quelque chose qui m'avait profondément, vraiment... Alors, pour le coup, je vais prêcher pour ma paroisse. Pour moi, vraiment, la chute de Fillon, ça n'a rien à voir avec le programme. C'est vraiment une erreur de communication. C'est-à-dire qu'il n'a pas mis au courant sa communicante qui sert un peu d'avocat, c'est un peu le même métier, Anne Méo. Il a menti à ses proches et ensuite il a menti dans ses explications à la presse, aux médias, etc. et s'est empêtré lui-même dans une Philippe Vigée qui ne tenait pas. En matière de communication, on pouvait être un peu plus opérationnel. C'était catastrophique. Je me risquais, mais en tout cas, je ne laisserai pas dire qu'il voulait complètement démanteler la sécurité sociale. Je connais un peu ces questions et je fais partie de ceux qui ont essayé d'apporter une contribution. Lorsqu'on a fait des propositions à la fin décembre, début janvier, où je crois qu'on a remis un peu les choses à l'endroit. Vous savez, en matière de sécurité sociale, il y a les vraies promesses. Bon, et puis ensuite, on ne part pas sur la sécurité sociale. Un dernier mot, Florian Philippot, en quelques secondes. Je me risque à la politique fiction, aux univers parallèles, mais même s'il n'avait pas eu ces affaires Pénélope, etc., je pense qu'il n'aurait pas été au second tour. Non, pas d'accord. Il n'aurait pas été. Il était déjà en chute d'ailleurs à ce moment-là. Non, mais pour une raison simple, son programme, c'était l'inégalité et l'injustice faite programme. Absolument. Ok, on ne vous mettra pas d'accord. Destruction de la sécurité sociale, suppression de l'ISF, etc. Merci à tous les trois d'être venus ce soir dans Punchline. Tout de suite, mon invité, c'est justement l'ancien directeur de campagne de François Fillon. Il vient répondre à ce livre de Patrick Stefanini. Regardez ce sujet de Sophia Rousseau. Dans son livre, l'ancien directeur de campagne de François Fillon fait le récit d'une catastrophe annoncée. Patrick Stefanini décrit un homme incroyablement distant, même avec ses plus proches collaborateurs. Il explique que François Fillon est toujours très difficile à joindre. Il raconte qu'à plusieurs reprises en pleine campagne, il reste sans nouvelles de son candidat pendant plus de 24 heures. Il décrit également un homme qui semble se désintéresser de sa propre campagne. François Fillon n'a pas le souci d'animer les réunions, manque d'empathie avec ceux qui travaillent bénévolement pour lui et ne s'intéresse ni aux slogans ni aux affiches. « Je ne ferai que ce que j'ai envie de faire », répond-il à son équipe, à quelques jours d'un discours très attendu. Durant de nombreuses semaines, François Fillon fera également semblant de ne pas reconnaître l'un de ses lieutenants de campagne lorsqu'il le croise, Sébastien Lecornu, passé depuis dans le giron d'Emmanuel Macron. Derrière ces affaires, Stefanini ne voit aucun complot, mais plutôt l'aboutissement de trop de fautes et trop de dissimulation. On y apprend par exemple que le Canard enchaîné pose des questions sur son patrimoine dès le mois de novembre 2016
mais que François Fillon s'est bien gardé d'en toucher un mot à son équipe. La sortie officielle de Déflagration, dont le titre semble pour le moins évocateur, est prévue ce jeudi.